et bienvenue dans Méditerranée Magazine, le 12e du nom. Nous allons aborder cette semaine le problème de manque d'eau qui risque quand même de se poser à nous à plus ou moins long terme. Nous parlerons également de la COP 21 et de ces 2 petits degrés qu'il nous faut économiser. Est-ce vraiment très important ? Mais tout de suite, nous allons commencer par la Turquie. Nous allons voir avec l'amiral Coustillère quel jeu joue ce pays face au terrorisme et quelles pourraient en être les conséquences. La Turquie joue un jeu qui est ambigu et qui repose sur des intérêts nationaux. 2 priorités dans la perspective selon le point de vue turc. 2 priorités. Faire en sorte que les Kurdes turcs ne soient pas tentés de quitter la nation turque pour rejoindre d'autres Kurdes avec lesquels ils constitueraient une fédération ou toute autre entité qu'on puisse imaginer. Première priorité. Deuxième priorité, éviter que, notamment sous l'instigation américaine, des islamistes, djihadistes arabes prennent le pouvoir dans des nations qui sont frontalières de la Turquie. Voilà les 2 priorités qui animent la politique turque. Évidemment, par rapport aux objectifs des autres membres de l'OTAN qui constituent avec la Turquie la coalition dirigée par les Américains pour régler la question syrienne, on trouve là immédiatement quelques divergences. La priorité appliquée à frapper le seul Daesh et à faire éliminer de la scène politique Bachar el-Assad ne rentre pas dans les priorités turques. Les Turcs, leurs objectifs sont beaucoup plus larges. Ils tapent sur les Kurdes. 2, ils veulent taper également sur les mouvements djihadistes qui pourraient prendre à un moment donné le pouvoir. Comme l'a dit récemment un dirigeant américain, c'est quand même la meilleure solution pour ramener la paix dans la région. C'est un point de vue que les Turcs ne partagent absolument pas. On voit bien cette ambiguïté apparaître un certain nombre de comportements. D'abord, les bombardements. On s'interroge sur les bombardements que choisissent les Turcs. Puis aussi, par exemple, jusqu'en janvier 2015, le fait que les Turcs aient laissé passer largement tout ce qui était mouvement de soutien aux islamistes, mais interdit à tout ce qui était kurde de pouvoir aller soutenir les Kurdes qui se battaient contre Daesh en Syrie. Donc on voit cette ambiguïté à la fois dans leur choix, quand il s'agit de prendre une décision, quand il s'agit de prendre une position, par exemple le contrôle des frontières. Ils privilégient le blocage des Kurdes pour laisser des renforts, et notamment des renforts pétrole, armes, munitions, aller vers Daesh pour empêcher les mouvements djihadistes de prendre l'avantage sur Daesh. Voilà l'ambiguïté, voilà ce qu'on peut appeler les aspects ambigus de la politique turque aujourd'hui. Sans transition, nous passons maintenant à l'utilisation de l'eau. On en use, on en abuse, comme si les ressources étaient éternelles, mais ça n'est pas tout à fait le cas. Georges Olivari, qui est hydrobiologiste, nous explique pourquoi. Alors, on est loin d'être à l'abri totalement. On a fait des travaux considérables et on doit par là remercier nos anciens qui, depuis des années et des années, ont travaillé pour nous amener une ressource en eau à utiliser. Mais on reste toujours fragile quand on est en dehors de ces zones de distribution qui sont ce qu'on appelle structurées. C'est-à-dire que depuis l'aménagement de la Durance et du Verdon, on a une prise qui s'appelle le canal de Provence, qui
qui alimente les Bouches-du-Rhône et le Var, qui vient d'effectuer une nouvelle prolongation avec la liaison Saint-Maximin-Saint-Cassien, et qui se termine à l'heure actuelle par ce grand aménagement qui va amener de l'eau jusque dans le golfe de Saint-Tropez à Sainte-Maxime. Et donc, quand on est dans ce territoire, dans ce périmètre-là, on est en sécurité parce qu'on a des ressources extrêmement importantes pour l'instant qui sont mises à disposition. Mais dans nos villages, on est très en risque avec la sécheresse parce qu'on dépend totalement de la pluviométrie. Mais c'est quasiment un anachronisme. Récemment, vous nous disiez qu'on n'est pas à l'abri d'inondations et en même temps, on n'est pas à l'abri de manque d'eau. Le climat méditerranéen, c'est deux choses. C'est les extrêmes, c'est-à-dire les sécheresses et les crues. Nulle part ailleurs sur le territoire national, ces données sont aussi sévères. Je rappelle que tout le monde est en train de parler des inondations en oubliant complètement les années 2004, 2005, 2006 et 2007, où 2007 on a atteint un niveau de sécheresse terrible dans le département du Var qui n'avait jamais été atteint. Et on peut y revenir. Et on pourra y revenir, et ce qui est prévu dans les problèmes liés au changement climatique, aux impacts de ces changements, c'est que ces phénomènes-là deviendront beaucoup plus fréquents. D'où cette extraordinaire protection des ressources souterraines qui sont, elles, capables de se charger pendant la période automnale et hivernale pour nous restituer un débit en été. Vous faites allusion au risque qu'on encourt avec la fracturation, les gaz de schiste. Avec la fracturation et puis aussi avec toute la gestion de nos déchets. Ces milieux sont extrêmement vulnérables parce qu'ils sont très ouverts vers l'extérieur à la gestion de nos déchets. Or, notre société fabrique de plus en plus de déchets. Mais, Monsieur Olivari, on a l'impression à vous entendre que vous êtes le docteur pessimisme. Non, je ne suis pas un docteur pessimiste parce que je crois d'une manière très très claire à la culture, et à la Maison régionale de l'eau, on développe cette culture de la sécheresse, qui est la culture de la sobriété. Et je pense que quand on regarde les programmes internationaux, européens et nationaux, ils concourent tous à une seule idée: essayons d'être raisonnables dans nos utilisations de l'eau. Et comme chaque semaine, nous retrouvons maintenant Marcel Barbero, notre distingué biologiste, qui nous explique pourquoi 2 petits degrés peuvent faire la différence. À 2 petits degrés, c'est peut-être petit, mais c'est énorme en tout cas pour la planète. J'étais à Paris invité en tant qu'expert, puisque j'ai fait partie du groupe d'études du climat, du groupe français d'études du climat, qui a été à l'origine de ce que l'on appelle le GIEC, le groupe international du climat. 2 degrés, c'est énorme parce que ça représente déjà une situation à la fin du siècle qui marquera des transformations significatives au niveau des populations humaines, des écosystèmes et de tous les milieux continentaux et océaniques dans leur diversité. Alors, je rappellerai quand même que depuis 1890, l'augmentation jusqu'à l'actuel, l'augmentation de la température a été de 1,1 degré, ce qui est, sur un pas de temps de 110 ans, très, très long par rapport à l'accélération du phénomène qu'on va connaître dans les décennies qui viennent. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a émergence par rapport à la période pré-industrielle, on a l'émergence de toute une série de pays producteurs comme l'Inde, comme le Brésil, comme la Chine qui est déjà bien avancée, qui produisent des quantités importantes de CO2 qui contribuent autour de la planète à créer cet effet chaleur que l'on appelle l'effet de serre. Mais dans l'effet de serre, on a également d'autres gaz. Par exemple, l'exploitation du gaz de schiste aux États-Unis a entraîné des émissions considérables de méthane qui ont contribué à aggraver le processus. Même situation au Canada. D'un autre côté, tout ce qui est lié au transport, avec les protoxydes d'azote libérés par les gaz d'échappement des voitures, les établissements industriels contribuent encore à aggraver
cette situation et à rendre urgente la nécessité de prendre des positions très fermes qui doivent être liées effectivement par un traité contraignant, comme l'a dit le président de la République. Voilà, nous arrivons au terme de ce Méditerranée et, comme chaque semaine, nous terminons avec un peu de musique. Des violons turcs qui pleurent la Méditerranée. Bye bye.